triangle Atlas vient de se scinder. Et ce que nous observons n'est pas la désintégration normale d'une comète, mais une séparation contrôlée, quelque chose qui a complètement changé l'évaluation du risque pour notre planète. Des stations de suivi du monde entier ont détecté la scission il y a environ 36 heures. Atlas, l'énigmatique objet interstellaire qui défie les lois de la physique depuis sa première observation, s'est soudainement scindé en deux fragments distincts. Chacun mesure environ 400 mètres de diamètre, soit environ la moitié de la taille de l'objet d'origine, et tous deux se dirigent désormais indépendamment vers la Terre, suivant des trajectoires distinctes. Mais ce qui choque la communauté scientifique est un autre détail, il ne s'agissait pas d'une fracture naturelle. Lorsqu'un corps céleste se brise dans l'espace, il génère un nuage chaotique de débris, dont les fragments se déplacent dans des directions aléatoires et à des vitesses différentes. Atlas, quant à lui, s'est scindé symétriquement en deux parties parfaitement égales, qui ont immédiatement commencé à effectuer des corrections de trajectoire indépendantes. Quelques heures après la séparation, les deux fragments manœuvraient déjà grâce à leur propre système de propulsion. Nous n'assistons pas à la désintégration d'une comète, nous observons un vaisseau spatial délibérément scindé en deux unités opérationnelles, chacune capable de naviguer et de mener sa mission de manière indépendante. Le plus inquiétant ? Les deux unités convergent vers la Terre, anticipant une arrivée simultanée venant de directions opposées. Avant d'analyser ce que signifie réellement cette scission et pourquoi la double trajectoire représente une telle menace stratégique, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un like, car nous sommes maintenant confrontés à une crise à deux objets, et tout développement pourrait tout changer. Et la question n'est plus de savoir si Atlas pourrait se diviser, nous l'avons vu se diviser. Et la vraie question est, pourquoi l'a-t-il fait, et surtout, que se passera-t-il lorsque les deux fragments atteindront notre planète en même temps? Analysons maintenant ce qui s'est passé lors de la séparation, car les détails démontrent qu'il s'agissait d'un événement soigneusement planifié. Des observateurs du monde entier ont enregistré la scène dans son intégralité. Environ 2 heures avant la séparation, Atlas a commencé à émettre des impulsions électromagnétiques anormales. Il ne s'agissait pas des signaux de communication habituels déjà détectés dans le passé, mais de décharges d'énergie de haute intensité dirigées vers l'intérieur de la structure, comme si elles activaient un mécanisme de division interne. Un ingénieur aérospatial qui a analysé l'événement a déclaré que ce que nous avons vu était clairement intentionnel et non un phénomène naturel. Les phases observées rappellent les procédures de séparation d'un vaisseau spatial, où celui-ci se divise en deux modules totalement autonomes, d'abord une série d'impulsions préparatoires, puis une libération structurelle, et enfin une séparation nette le long d'une ligne de joint prédéfinie. Atlas a été conçu pour se diviser intentionnellement. L'ensemble du processus a duré environ 8 minutes. Les deux moitiés se sont d'abord lentement éloignées, conservant la même direction pendant quelques minutes. Par la suite, de petites impulsions de propulseurs provenant de chaque fragment les ont propulsés plus loin, créant ainsi une distance tout en conservant des trajectoires similaires. Ce qui laisse les experts sans voix, c'est que les deux fragments sont restés pleinement opérationnels après la séparation. Chacun commença à générer ses propres émissions électromagnétiques, signe de systèmes énergétiques indépendants. Tous deux effectuèrent immédiatement des corrections de trajectoire autonomes, démontrant ainsi leur indépendance de contrôle et les mêmes capacités impossibles, déjà démontrées par Atlas avant sa scission. Propulsion directionnelle, manœuvre précise et balayage actif. Un expert en systèmes spatiaux a expliqué l'énorme complexité d'un tel projet. Pour construire un véhicule capable de se diviser en deux unités opérationnelles autonomes, il faut dupliquer les systèmes d'alimentation, une propulsion redondante, des commandes indépendantes et des mécanismes structurels qui assurent la survie des deux modules après la séparation. Il ne s'agit pas d'une fracture accidentelle, il s'agit d'une ingénierie modulaire du plus haut niveau, supérieure à toute technologie actuellement connue. Mais la séparation a aussi libéré autre chose. Les observateurs ont enregistré des dizaines de petits objets se détachant du point de séparation, de minuscules fragments, d'1 à 5 mètres de diamètre, se sont dispersés dans l'espace. Cependant, ils ne se comportent pas comme des débris, ils se déplacent par leur propre propulsion, occupant des positions intermédiaires entre les deux fragments principaux, presque comme s'ils formaient un réseau de communication ou de capteurs. Plusieurs stations de suivi ont confirmé que ces micro-objets manœuvrent activement, en maintenant des configurations géométriques précises par rapport aux deux corps principaux, créant un système interconnecté qui s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Même le moment de la séparation n'était pas accidentel. Atlas s'est scindé en un point de son orbite qui permet aux deux fragments d'atteindre la Terre de manière extrêmement efficace. Et si la scission s'était produite plus tôt ou plus tard, les deux parties auraient eu besoin de beaucoup plus d'énergie pour maintenir leur trajectoire actuelle de convergence. Tout a été calculé pour optimiser la mission. Ce qui est vraiment dérangeant, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait désormais deux objets à surveiller, mais la direction qu'ils prennent et la façon dont ils se déplacent. Le fragment, légèrement plus grand que l'autre, s'approche de la Terre depuis la direction prograde, suivant le plan de l'orbite de la Terre. Autour du Soleil. Et la trajectoire du fragment le mènera vers le côté jour de la Terre, avec le Soleil derrière lui de notre point de vue. Le fragment B, en revanche, a choisi une route complètement différente. Il manœuvre pour s'approcher depuis le plan de l'écliptique, la bande plane autour de laquelle orbitent les planètes.
Il approchera la Terre selon un angle prononcé, descendant au-dessus de la région du pôle Nord. Un expert en mécanique orbitale a expliqué l'importance stratégique de cette configuration. Il ne s'agit pas de trajectoires aléatoires dues à une rupture accidentelle, mais de vecteurs d'approche calculés avec précision, destinés à atteindre la planète depuis des directions opposées en même temps. C'est un principe classique de stratégie militaire. Attaquer une cible sous plusieurs angles pour diviser la tension défensive et rendre toute réponse coordonnée complexe. Les projections actuelles indiquent que les deux fragments entreront en orbite terrestre à environ 6 heures d'intervalle, entre 18 et 21 jours. Le fragment A atteindra la distance orbitale terrestre en premier, tandis que le fragment B arrivera peu après, en provenance d'une direction complètement différente, le premier restant toutefois à proximité de la planète. Les vitesses d'approche sont également contrôlées avec une précision extrême. Les deux corps effectuent des micro-allumages réguliers de leurs propulseurs pour synchroniser leur arrivée. Quand l'un accélère trop, il ralentit par de légers freinages. Quand l'autre prend du retard, il augmente légèrement sa poussée. Ils coordonnent clairement leur trajectoire pour arriver ensemble. Mais cette double trajectoire ne sert pas seulement à la synchronisation. Elle offre également une couverture visuelle complète de la planète. Le fragment A, arrivant du côté du Soleil, aura une vue directe sur la moitié illuminée de la Terre et son hémisphère opposé lors de son approche. Le fragment B, venant d'en haut, permettra de cartographier les régions polaires et d'observer la planète sous un angle complètement différent. En combinant ces vues, les deux parties pourront obtenir une couverture d'observation complète, sans angle mort ni zone non surveillée. S'il s'agit d'une mission de reconnaissance, elle est d'une précision impressionnante. Et si elle a d'autres objectifs, la double perspective offre cependant des avantages tactiques difficiles à imaginer. Pendant ce temps, les micro-objets libérés lors de la séparation prennent des positions stratégiques le long des mêmes trajectoires. Ils se dispersent le long des voies d'approche, créant ce qui semble être un réseau de transmission ou de navigation, comme s'ils traçaient leur chemin vers la Terre. Certains ont avancé au-delà des principaux fragments, peut-être pour effectuer une reconnaissance avancée. D'autres sont restés en arrière, probablement à des fins de communication ou d'observation arrière. Un analyste de la surveillance spatiale a décrit cela comme une formation de niveau militaire. Positionnement coordonné, principaux atouts avançant depuis plusieurs directions, éléments de soutien assurant la liaison et la couverture, et unités dirigeantes collectant des données. Elle a ajouté que si cette configuration provenait d'une nation hostile, elle serait immédiatement reconnue comme un profil d'attaque multi-axe. Et c'est là que la grande question se pose parmi les scientifiques, les analystes militaires et les gouvernements. Pourquoi Atlas est-il séparé à ce moment précis de son parcours? Les théories les plus discutées sont différentes, mais la plus optimiste parle de redondance et de survie. En se divisant en deux unités autonomes, Atlas garantit que si l'une est endommagée ou détruite, l'autre peut poursuivre la mission. C'est exactement ce que nous ferions si nous devions envoyer une sonde dans un territoire potentiellement dangereux, dupliquer les systèmes, afin que le succès ne dépende pas d'un seul véhicule. Un expert en planification de missions spatiales a expliqué que cette stratégie est parfaitement logique dans le contexte des missions d'exploration de l'espace lointain. Lors d'opérations à des distances aussi extrêmes, la redondance du système n'est pas un luxe, mais une nécessité. En cas de panne ou de dommage d'un module, l'autre peut continuer son travail, assurant ainsi le succès de la mission. Si Atlas était réellement engagé dans la recherche scientifique dans notre système solaire, diviser l'installation en deux unités autonomes serait un choix logique de gestion des risques, un moyen de protéger une opération de grande valeur. Il existe cependant une interprétation bien plus inquiétante. La multiplication des forces. Deux objets capables de se déplacer indépendamment présente un défi beaucoup plus complexe à suivre et à contrer qu'un seul corps plus grand. Les systèmes de défense conçus pour réagir à une cible unique doivent être entièrement recalibrés lorsqu'ils sont confrontés à deux menaces simultanées provenant de directions différentes. Un analyste de la défense a résumé la situation ainsi. Au moment où Atlas est scindé, la logique stratégique a radicalement changé. Nous devons maintenant tracer deux itinéraires, prévoir deux impacts possibles et préparer deux réponses coordonnées. Les ressources de surveillance sont obligées de se répartir entre la surveillance des deux fragments, et la capacité de réponse doit couvrir des scénarios doubles. D'un point de vue militaire, Atlas est devenu un problème beaucoup plus difficile à gérer. Et il existe également la théorie de la spécialisation fonctionnelle. Il est possible que les deux fragments aient eu des rôles différents, l'un aurait pu être optimisé pour l'observation scientifique, tandis que l'autre pour les communications ou l'analyse atmosphérique. Un module pourrait être destiné à entrer dans l'atmosphère terrestre, tandis que l'autre resterait en orbite pour fournir un soutien et une collecte de données. Cette division permettrait aux deux parties d'effectuer des tâches spécifiques en parallèle, augmentant ainsi l'efficacité globale de la mission. Mais le moment de la séparation suggère une autre possibilité. Et c'est celle qui inquiète le plus les experts. Et elle pourrait s'agir d'une préparation ciblée pour quelque chose de spécifique sur Terre. Atlas a attendu d'être suffisamment loin pour que les deux fragments puissent atteindre la planète efficacement, mais aussi suffisamment loin pour tester les systèmes, synchroniser les manœuvres et coordonner les modules avant la phase finale de l'approche. Chaque détail indique une planification,
Un contrôle et une intention. C'est exactement le genre de timing que l'on choisirait si la division se préparait à une opération coordonnée au point d'arrivée. Après la séparation, les signatures énergétiques des deux fragments ont également radicalement changé. Chacun d'eux génère des émissions électromagnétiques bien plus intenses que celles enregistrées lorsqu'Atla était encore intact. C'est comme si la scission avait débloqué de nouvelles fonctionnalités ou activé des systèmes qui étaient auparavant inactifs. Un ingénieur système qui a analysé les signatures énergétiques les a décrites comme des niveaux de puissance élevés. Les deux fragments fonctionnent à une capacité proche de leur capacité maximale, et non à la moitié de leur capacité, comme on pourrait s'y attendre de la part de parties d'un corps unique et divisé. Cela indique que la séparation n'a pas servi à diviser les ressources, mais plutôt à dupliquer des opérations complètes. Chaque fragment est une unité complète, autonome et pleinement fonctionnelle. Et la nouvelle de la scission a suscité des réactions internationales immédiates. Les gouvernements se sont retrouvés soudainement confrontés à une crise à double sens, avec toutes les complications que cela comporte. Les réseaux de suivi spatial du monde entier ont dû redoubler leurs efforts de surveillance. Chaque télescope, radar et plateforme d'observation qui suivait auparavant Atla doit désormais suivre deux trajectoires divergentes, ce qui augmente la charge opérationnelle et expose les lacunes des systèmes de surveillance mondiaux. Un coordinateur de surveillance spatiale a clairement expliqué le problème. Nos systèmes ont été construits autour de l'idée de surveiller un seul objet à la fois, ou des champs de débris aléatoires. Nous ne sommes pas préparés à gérer un objet qui se divise délibérément en deux véhicules opérationnels indépendants, se dirigeant dans des directions opposées. Les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour maintenir une couverture simultanée des deux fragments. Les commandements spatiaux militaires ont activé des ressources supplémentaires pour assurer des observations continues, satellites repositionnés, radars au sol réactivés en prévision des opérations de maintenance programmée et coordination constante entre les bases et les observatoires. Et la tension est très forte. Personne ne veut perdre de vue l'un ou l'autre corps, même un instant. Mais le défi le plus complexe concerne la défense planétaire. Comment préparer une réponse efficace face à deux cibles venant de directions différentes? Les systèmes de défense antimissiles sont conçus pour faire face aux menaces provenant de vecteurs spécifiques, tels que les missiles balistiques ou les astéroïdes. Aux trajectoires prévisibles. Les fragments A et B, cependant, s'approchent d'angles opposés, une configuration capable de saper tout réseau défensif à sens unique. Un spécialiste de l'architecture défensive a clarifié ce point. Notre infrastructure de sécurité repose sur l'idée que les menaces proviennent de directions connues et constantes. Désormais, avec deux objets se déplaçant indépendamment sur des vecteurs complexes, nous serions obligés de diviser les ressources d'interception, réduisant ainsi l'efficacité globale contre chaque cible. Il s'agit d'une situation sans précédent, qui réécrit les règles de la stratégie spatiale. Et la coordination internationale commence à faiblir sous la pression. Certains pays souhaitent tenter d'établir un contact direct avec les deux fragments en même temps, tandis que d'autres préconisent une posture défensive immédiate. Certains ont même proposé de diviser les responsabilités en matière de surveillance, chaque nation s'occuperait d'un segment spécifique, mais cela soulève des problèmes de partage des données et de réponse coordonnée en cas d'urgence. Les Nations Unies ont convoqué des sessions extraordinaires consacrées au cas des deux objets. Les représentants des puissances spatiales débattent de la question de savoir si une gestion décentralisée peut fonctionner ou si une surveillance unifiée est nécessaire, même au prix de surmonter les tensions politiques. Une source diplomatique a décrit les réunions comme tendues et chaotiques. Certains délégués soutiennent que les fragments devraient être traités comme des objets indépendants, permettant aux différentes nations d'interagir séparément. D'autres, cependant, insistent sur le fait qu'ils semblent faire partie d'un système unique et coordonné, et nécessitent donc une stratégie globale et synchronisée. Personne ne sait laquelle des deux hypothèses est correcte, et le temps pour décider est rapidement compté. Pendant ce temps, le comportement des deux fragments lors de leur approche offre des indices précieux sur leur capacité et, potentiellement, sur leurs intentions. Les dernières observations montrent que les deux hommes effectuent des analyses détaillées de la Terre. Leurs émissions électromagnétiques révèlent l'utilisation de systèmes de capteurs actifs, tels que des radars, des spectromètres et des instruments de cartographie avancés. Ils ne s'approchent pas à l'aveuglette. Ils collectent des données précises à mesure qu'ils se rapprochent de la planète. Mais ce qui est surprenant, c'est la spécialisation entre les deux. Les transmissions du fragment A incluent des fréquences typiques de l'analyse atmosphérique et de la cartographie de la surface de la Terre. Le fragment B, quant à lui, émet des signaux compatibles avec l'interception des émissions électromagnétiques humaines, radio, télévision, communication par satellite, radar militaire. Un expert en télédétection a défini cette dynamique comme une division fonctionnelle du travail. L'un étudie la Terre en tant que planète, atmosphère, océan, continent, tandis que l'autre analyse la Terre en tant que civilisation, en examinant notre technologie, nos communications et nos signatures énergétiques. Ensemble, ils construisent une image intelligente complète de notre monde. Pendant ce temps, les micro-objets libérés lors de la séparation sont pleinement opérationnels. Ils transmettent des données aux deux fragments principaux et communiquent entre eux, formant un réseau distribué de capteurs. Certains se sont positionnés dans des zones stratégiques d'où ils peuvent observer les deux fragments simultanément,
probablement pour synchroniser leurs activités. Les observations les plus récentes montrent que les deux corps effectuent de légers ajustements de trajectoire, signe qu'ils ciblent des positions spécifiques autour de la Terre. Selon un analyste orbital, le fragment A semble se diriger vers une orbite au-dessus de l'océan Pacifique, tandis que le fragment B vise à se poser au-dessus de la région arctique. Il n'arrive pas au hasard. Il calcule des points d'insertion optimaux pour obtenir une couverture maximale de la planète, chacun avec un champ de vision complémentaire à l'autre. Ensemble, les deux fragments auront une ligne de visée sur presque toute la surface de la Terre à leur arrivée. Cela peut sembler être une planification parfaite pour une mission d'observation scientifique, ou une position de couverture mondiale tactique. Ces derniers jours, ils ont tous deux commencé à effectuer des activités synchronisées dans le temps. Toutes les quelques heures, leurs émissions électromagnétiques augmentent de la même quantité et pendant la même durée, généralement entre 11 et 17 minutes, puis reviennent à leur niveau précédent. Cette synchronisation suggère qu'ils coordonnent leurs opérations, échangeant peut-être des données d'état entre eux ou communiquant avec quelque chose que nous n'avons pas encore détecté. Leurs signatures énergétiques continuent d'augmenter à mesure qu'ils s'approchent de la Terre, signe qu'ils activent de nouveaux systèmes ou accumulent de l'énergie pour des opérations plus complexes à leur arrivée. Quoi qu'il en soit, tout indique que la phase d'approche n'est qu'une préparation à quelque chose de beaucoup plus actif une fois que nous entrerons dans l'orbite terrestre. À huis clos, des experts de la défense de différents pays simulent des scénarios de réponse à l'arrivée des deux fragments. Les résultats de ces simulations révèlent des limites inquiétantes dans les capacités humaines. L'option la plus immédiate, une intervention cinétique pour détruire ou dévier les fragments, présente d'énormes problèmes. Et il faudrait des jours ou des semaines à un intercepteur pour atteindre l'emplacement de l'un ou l'autre objet, ce qui est largement suffisant pour que les fragments puissent observer le lancement, calculer sa trajectoire et manœuvrer pour l'éviter. Un ingénieur de la défense spatiale l'a expliqué clairement, nous pouvons lancer des intercepteurs, mais ce ne sont pas des missiles rapides, ce sont des vaisseaux spatiaux qui mettent du temps à atteindre leur destination. Les fragments d'Atlas ont déjà démontré leur capacité à détecter et à répondre aux menaces. Un lancement serait visible dès le décollage, ce qui leur donnerait amplement le temps de l'esquiver. Des solutions nucléaires sont même évoquées, mais elles comportent des risques encore plus grands. Faire exploser des armes nucléaires dans l'espace viole les traités internationaux et pourrait générer des impulsions électromagnétiques qui seraient dévastatrices pour nos satellites. Si les fragments survivent à la détonation, comme le suggère leur performance, cela signifierait que nous avons démontré notre arme la plus puissante. En 20. Il y a ensuite le problème du double ciblage. Même si nous parvenions à neutraliser un fragment, nous devrions gérer simultanément l'autre, divisant ainsi les ressources et réduisant l'efficacité globale. Mais la plus grande limitation est peut-être d'ordre éthique. Nous ne savons pas vraiment si ces objets représentent une menace. Les détruire par peur, alors qu'il pourrait s'agir de missions d'exploration pacifique, signifierait que le premier acte de l'humanité dans un éventuel contexte galactique serait un acte d'agression violente. Un éthicien militaire a résumé le dilemme ainsi. Devons-nous les traiter comme des dangers potentiels, risquant d'attaquer des explorateurs pacifiques et d'antagoniser une civilisation supérieure, ou les accueillir sans entrave, en risquant leur comportement hostile et en leur accordant un accès direct à la Terre? Il n'y a pas de réponse simple. Certains planificateurs militaires se concentrent désormais sur les préparatifs au sol plutôt que sur les défenses dans l'espace. Renforcer les satellites contre d'éventuelles perturbations électromagnétiques, protéger les réseaux électriques contre d'éventuelles pannes de courant et organiser des équipes d'urgence prêtes à intervenir dans des scénarios allant des impacts locaux aux effets mondiaux. Mais même ces mesures sont rendues plus difficiles par les deux trajectoires de convergence, qui obligent les autorités à distribuer les ressources sur des fronts opposés, dans un équilibre de plus en plus précaire. Le fait que le fragment A se dirige vers le Pacifique signifie que les nations de la côte ouest doivent se préparer de manière complètement différente de celle du nord, où le fragment B arrivera en passant au-dessus de la région arctique, affectant des zones géographiques entièrement différentes. Les ressources doivent donc être distribuées à l'échelle mondiale, car personne ne peut prédire lequel des deux fragments, sinon les deux, pourrait générer des effets nécessitant une réponse immédiate. Les fragments étant désormais à environ 18 à 21 jours de la Terre, chaque jour apporte de nouveaux développements dans leur trajectoire et de nouveaux défis pour la préparation humaine. Les dernières analyses confirment qu'il continue de maintenir l'intervalle d'arrivée de 6 heures avec une précision impressionnante. Quel que soit le système de coordination utilisé, il est capable de synchroniser deux objets indépendants à travers des millions de kilomètres d'espace, comme s'ils suivaient une seule direction. Les deux fragments ont commencé à libérer de nouveaux micro-objets à mesure qu'ils s'approchaient. Mais, contrairement aux précédents, ceux-ci ne sont pas disposés le long de la trajectoire. Ils se propagent latéralement, créant un réseau de capteurs qui s'étend dans toutes les directions. Un analyste des systèmes de détection a décrit le phénomène comme la construction d'une grille d'observation tridimensionnelle autour des vecteurs d'approche. Quel que soit leur objectif, il semble clair qu'ils souhaitent avoir une vue complète
de l'espace environnant avant de pénétrer dans l'environnement terrestre. Et il s'agit d'un niveau de planification très sophistiqué. Les transmissions électromagnétiques des deux fragments évoluent également. Elles incluent désormais des séquences qui ressemblent à de véritables comptes à rebours, similaires à ceux détectés par Atlas avant la scission. Mais maintenant, il y a 2 comptages, un pour chaque fragment, et ils sont synchronisés pour atteindre 0 à des intervalles d'environ 6 heures. L'un de l'autre point. Selon l'analyse actuelle, le compte à rebours du fragment A se terminera lorsqu'il atteindra la distance orbitale de la Terre, tandis que celui du fragment B sera réinitialisé 6 heures plus tard, lorsqu'il atteindra sa position calculée. Personne ne sait exactement ce que représentent ces signaux, mais il est clair qu'ils marquent des phases spécifiques dans la chronologie de chaque fragment. Des observations plus récentes effectuées par des télescopes spatiaux ont également révélé un fait encore plus inquiétant, une activité accrue des mystérieux objets d'escorte qui accompagnent Atlas depuis son entrée dans le système solaire. Ces 5 corps artificiels, qui ont maintenu une formation stable pendant des mois, s'organisent désormais dans une configuration protectrice autour des 2 fragments principaux. Un analyste militaire spatial a qualifié la manœuvre de formation défensive. Les objets d'escorte prennent des positions d'interception, prêts à bloquer tous ceux qui tentent de s'approcher des fragments A ou B. En pratique, ils semblent constituer un bouclier protecteur, peut-être pour couvrir la phase finale de l'approche de la Terre. Dans moins de 3 semaines, l'humanité sera confrontée à quelque chose de jamais vu dans l'histoire, 2 objets d'origine inconnue, fonctionnant indépendamment, qui arriveront sur Terre simultanément en provenance de directions opposées. L'avenir dépendra entièrement d'intentions et de capacités dont nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Dans le meilleur des cas, les 2 fragments pourraient se révéler être des sondes scientifiques pacifiques, engagées dans une mission d'observation coordonnée de notre planète sous des perspectives différentes. Ils pourraient collecter des données, tenter de communiquer, puis se désorbiter une fois leur mission terminée, nous permettant ainsi de comprendre que nous ne sommes pas seuls et d'apprendre d'une technologie bien plus avancée que la nôtre. Mais il existe aussi de nombreux autres scénario. Les fragments pourraient tenter d'établir une présence permanente autour de la Terre, nous surveillant indéfiniment. Ils pourraient libérer des appareils supplémentaires, des satellites ou des instruments d'observation sans aucune autorisation. Ou même tenter un atterrissage, ouvertement ou secrètement. Le fait que leur arrivée soit synchronisée suggère que quel que soit leur objectif, ils nécessitent la présence des 2 en même temps, comme 2 parties d'un seul plan sur le point de se dérouler. Cette coordination pourrait avoir des objectifs scientifiques, comme assurer une observation complète de la planète ou une redondance opérationnelle en cas de défaillance de l'un des 2 systèmes, ou bien elle pourrait cacher quelque chose de beaucoup plus complexe, que nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre. Un analyste stratégique a résumé la situation de l'humanité de cette manière. Nous sommes sur le point d'accueillir 2 visiteurs venus d'au-delà de notre système solaire, arrivant simultanément de directions opposées, après s'être intentionnellement séparés d'un seul objet. Ils ont démontré qu'ils possèdent une technologie immensément supérieure à la nôtre, qu'ils peuvent se déplacer librement vers n'importe quel point du système solaire et qu'ils ont synchronisé leur arrivée pour obtenir une couverture maximale de la Terre. Mais ce que nous ne savons pas, c'est s'ils sont des amis, de simples observateurs, ou quelque chose de complètement différent. Là. Scission a tout changé. Ce qui était autrefois un seul objet mystérieux est désormais devenu 2 véhicules autonomes, parfaitement coordonnés dans leur approche de notre planète. Et la complexité s'est accrue, les inconnus se sont multipliés et le temps de préparation s'épuise rapidement. Atlas est scindé en 2. Les 2 fragments arrivent, et dans moins de 3 semaines nous découvrirons si cette division représentait un choix scientifique, un avantage tactique ou une intention encore insondable. Que pensez-vous que signifie réellement cette séparation? Pourquoi diviser un objet unique en 2 entités qui arrivent ensemble, et que se passera-t-il lorsque les 2 fragments atteindront la Terre par des directions opposées? Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez abonnés à la chaîne, car dans quelques semaines, nous assisterons à l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire, un moment qui pourrait s'avérer être la plus grande opportunité de l'humanité, ou son plus grand défi.